Je suis le docteur Katia Youssof, je suis neurologue, praticien hospitalier sur le site coordonnateur du Centre de référence pour la maladie de Huntington, coordonné par le professeur Bachfou Lévy à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Je vous parle aujourd'hui de certains points très particuliers sur la maladie de Huntington, qui est une maladie neurologique rare, évolutive et génétique, qui va toucher des adultes au milieu de leur vie. Les symptômes provoqués par la maladie de Huntington se développent dans 3 domaines principaux, le domaine moteur, le domaine cognitif et le domaine psychiatrique, et vont obliger les personnes à faire des ajustements dans leur vie quotidienne et à accepter souvent un peu d'aide de l'extérieur de façon à maintenir leur qualité de vie. Il me paraît utile d'insister sur le caractère familial de la maladie. J'ai dit que c'était une maladie génétique et elle se transmet sur un mode autosomique dominant, ce qui veut dire qu'elle n'est pas liée au sexe des personnes, puisque la mutation qui est à l'origine du développement de la maladie se situe sur un gène qui s'appelle le gène de la Huntington, lui-même situé sur un chromosome, le chromosome 4, et on porte tous 2 chromosomes 4, un qu'on a hérité de son père et un qu'on a hérité de sa mère. Lorsqu'on est malade, dans un de ces chromosomes, dans un de ces gènes, son gène de la Huntington, on a une mutation et chaque fois qu'on va avoir un enfant, on va avoir un risque sur 2 de transmettre cette mutation. Ça explique donc le fardeau familial qui existe et qui pèse sur les familles, et il me semble très important de connaître pour chaque famille l'histoire de la maladie dans la famille afin de comprendre quels sont les enjeux du soin chez une personne malade et chez une personne à risque. Pendant très longtemps, le diagnostic de la maladie de Huntington a été purement clinique, puisque d'ailleurs ça doit son nom à un jeune médecin, George Huntington, qui a pour la première fois décrit en 1872 une forme de chorée dans un contexte familial. Alors en neurologie, la chorée c'est un mouvement involontaire qui peut toucher le visage, les membres, le tronc, qui peut être très très modéré, très léger même ou très intense, et c'est la description d'un symptôme comme celui-là en contexte familial et associé à des troubles cognitifs et psychiatriques qui a permis à George Huntington de donner son nom à la maladie. Et pendant très longtemps, les neurologues utilisaient uniquement un faisceau d'arguments cliniques pour faire le diagnostic, jusqu'en 1993, où on a enfin mis en évidence où se situait le problème, c'est-à-dire dans le gène de la Huntington, et quelle était l'anomalie génétique responsable de la maladie, la mutation dans le gène de la Huntington. Depuis, dans les familles, on peut confirmer, lorsque la maladie existe, qu'elle est bien en lien avec ce gène, et on peut aussi proposer un diagnostic génétique avant d'avoir des symptômes, et cela a aussi ouvert la possibilité à un diagnostic prénatal et un diagnostic même préimplantatoire, où on teste des embryons avant de les implanter pour poursuivre la grossesse. C'est ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Les symptômes débutent donc habituellement au milieu de la vie d'adulte, mais on est confronté à certaines formes qui apparaissent avant l'âge de 20 ans. On appelle ça des formes juvéniles, et il peut, à l'autre extrême de la vie, y avoir des formes qui commencent à l'âge gériatrique, très tardivement dans la vie. Mais à n'importe quel moment, lorsque les symptômes se développent, les personnes ont tendance à se rapprocher d'un neurologue, ou de préférence sur un centre de référence ou de compétences, en se demandant si les symptômes qu'elles commencent à ressentir sont bien en lien avec la maladie familiale. Et c'est toujours une chose difficile, c'est toujours un point de bascule dans la vie des gens, parce qu'on passe d'un statut de personne à risque à un statut de personne malade, et c'est toujours très difficile de s'y confronter. Depuis 1993 et la découverte du gène, les personnes peuvent aussi venir nous voir pour solliciter un diagnostic présymptomatique, c'est-à-dire connaître leur statut génétique avant de développer des symptômes de la maladie. Cette démarche s'effectue toujours dans une équipe très spécialisée, elle est toujours pilotée par un généticien et nécessite un accompagnement psychologique et plusieurs consultations avec des spécialistes et des professionnels différents. Il est très important, tout au long de cette démarche, de vérifier que les personnes la font en toute autonomie et qu'elles ont bien entendu le droit de savoir et de connaître leur statut génétique, mais aussi de ne pas le savoir et de se rétracter si finalement, en cours de démarche, elles estiment que ce n'est pas bénéfique pour elles à ce moment-là et qu'elles préfèrent arrêter.
Il est très important aussi de savoir qu'il s'agit uniquement d'une démarche qu'on ouvre aux personnes qui ont plus de 18 ans et que des parents, même s'ils sont très inquiets, ne peuvent pas tester leurs enfants mineurs car il n'y a pas de bénéfice thérapeutique avec un traitement préventif à mettre en place et donc on préfère que les enfants grandissent et fassent leur choix d'adulte une fois arrivés à 18 ans pour savoir s'ils veulent connaître leur statut génétique ou pas avant d'être malades. L'accompagnement médico-social est un atout fondamental de notre prise en charge et il peut débuter dès les premiers symptômes de la maladie, avec en particulier une des premières choses que nous essayons de faire, c'est-à-dire maintenir les gens dans leur emploi par le biais d'aménagement de poste et souvent protégés par une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, qui est un dispositif qui va être donné par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Nous allons ainsi essayer de préserver les ressources des gens le plus longtemps possible, mais si la maladie commence tôt, il est bien entendu peu probable qu'on puisse accompagner les gens jusqu'à la retraite dans l'emploi. Il va falloir les accompagner dans un arrêt de leur activité professionnelle, en particulier avec la mise en place d'une invalidité. Mais nous allons mettre en place tout un tas de choses, des traitements symptomatiques, un accompagnement psychologique, et tout cet accompagnement est très bien résumé dans un document qui s'appelle le PNDS, le Protocole national de diagnostic et de soins, que nous mettons à disposition des professionnels de santé et qui est visible sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé, et nous pouvons aussi trouver le lien sur le site de la plateforme Esmara. Parmi les missions de tous les centres de référence et d'une autre également se situe l'axe recherche. Et nous remplissons ces missions dans deux domaines particuliers. La recherche fondamentale, puisque nous sommes affiliés à un laboratoire de recherche, une unité mixte, INSERM et École normale supérieure, qui est dirigée par le professeur Anne-Catherine Bachou-Lévy et qui est une unité de sciences cognitives. Nos patients vont donc participer à la recherche fondamentale en sciences cognitives et aussi désormais, surtout ces dernières années, à la recherche thérapeutique, puisque nous sommes entrés dans l'ère de la thérapie génique et nous testons actuellement plusieurs molécules qui peuvent être intéressantes pour l'avenir et devenir un jour des traitements de thérapie génique contre la maladie de Huntington. Nous espérons donc que les efforts de nos patients qui participent à la recherche et nos efforts seront couronnés de succès dans les années qui viennent.